asalaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye muy ñëw di waxtaan ak yéen si troisième vidéo buy concerner la décentralisation donc et les collectivités territoriales donc vidéo yi njëkk yi ñu doon xool lan moo nekkoon ci réforme ce qui était dans les réformes de 1960 et de 1964 puisque 1960 comme on l'a dit c'était une réforme qui avait pour objectif la mise en place des structures administratives. 1964, c'était le renforcement et l'harmonisation de ces structures-là. Et on a vu avec le renforcement des attributions du gouverneur et l'apparition même du préfet euh, dans les départements. Donc, on va continuer ce processus-là en abordant la réorganisation de l'administration territoriale et la création de communautés rurales. Donc, on avait vu en 1964 qu'il y avait l'apparition de ce qu'on appelait les, les communautés rurales de première génération, donc qui avaient quand même des attributions très limitées. Et on avait constaté que les citoyens n'étaient pas très impliqués dans la gestion de leur communauté, mais avec la loi 72-02 du 1er février 1972, qui va introduire des nouveautés dans son article premier, qui dispose que le territoire de la République est divisé en 7 régions. Donc, on a conservé toujours les 7 régions. Donc, la région du Cap-Vert excepté les autres régions, la région et chaque région est divisée en départements. Voilà, chaque région est divisée en départements. Chaque département est divisé en communes d'une part et en arrondissements d'autre part. Chaque arrondissement est divisé en communautés rurales. La communauté rurale comprend un certain nombre de villages appartenant au même terroir et constitue l'échelon de participation des populations. Voilà. Vous voyez bien que ce terme participation donc, est apparu. Et c'est en 1972 concrètement que les autorités ont pensé vraiment à impliquer les populations dans la gestion de leur communauté. Donc, le village constitué par la réunion de plusieurs familles ou carrés en, un seul, en, un seul en une seule agglomération, donc, est la cellule administrative de base. Et la cellule administrative de base. Donc, vous voyez que la nouvelle réforme donc, devrait asseoir la doctrine de la participation responsable qui, dans sa formulation d'alors, impliquait une association étroite des populations à la gestion de leurs affaires, mais sous la surveillance du pouvoir central. Donc, on sent qu'il y a toujours la main du pouvoir central qui contrôlait et vraiment encadrait la participation. Et là, on parle de participation responsable. Dans ces conditions, tout est lié. Donc, la réforme de l'administration de l'État était inséparable, hein, comme on le dit, de la réforme de l'administration décentralisée. Donc, la grande innovation de la réforme a été la création des communautés rurales de la deuxième génération. Ce sont de nouvelles collectivités décentralisées qui entraînent et justifient en grande partie la réforme de l'institution communale, ainsi que le réaménagement des circonscriptions de l'administration d'État. Donc, c'est une trouvaille vraiment, c'est une innovation sénégalaise. Donc, ce n'est pas un legs de la colonisation, mais les gens ont beaucoup réfléchi et ont fait émerger cette unité extrêmement importante, cette collectivité qui est la communauté rurale. Maintenant, toutes les réformes qu'on avait vues dans les vidéos précédentes font partie des réformes de la première génération de la décentralisation. Maintenant, concernant les réformes de la deuxième génération, c'est de 1981 à 1992. Et la première réforme, c'est la rationalisation des structures territoriales de l'État
et l'harmonisation du statut des communes à partir de 1983. Donc, les réformes intervenues en 1984 et en 1990 tendent à répondre à la rationalisation des structures territoriales de l'État et aussi surtout à l'harmonisation du statut des communes. Donc, le gouvernement a procédé en deux étapes. Tout d'abord, avec la loi numéro 84-22 du 24 mars 1984, réaménage les régions. Le Sénégal est divisé en 10 régions qui comprennent chacune 3 départements. Vous avez la région de Dakar, la région de Diourbel, la région de Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. Donc, ensuite, le ressort territorial des nouvelles unités administratives ainsi que les chefs-lieux sont fixés par décret numéro 84-502 du 2 mai 1984 qui donne la liste par région, donc des communes, départements, arrondissements et communautés rurales. Donc, vous voyez bien que là, on tend à renforcer vraiment l'administration territoriale, et surtout avec l'apparition de nouvelles régions, parce que à l'époque, les autorités avaient jugé que quand même il y avait des disparités au niveau des régions et il fallait quand même euh, réformer et réorganiser pour permettre quand même une certaine proximité de l'autorité aux administrés pour pouvoir quand même régler les problèmes des infrastructures socio-économiques de base et aussi répondre aux exigences, vraiment répondre aux besoins des populations. C'est ce qui motivait vraiment la création de ces régions. Donc jusqu'à présent, un décret du 5 était pris pour chaque région, déterminant pour son conseil régional et ses conseils départementaux et d'arrondissement, le nombre de membres et les organismes habilités à désigner les représentants des groupements à caractère économique ou social. Désormais, un seul décret est pris pour l'ensemble du territoire. Donc, il y a aussi des mesures à travers des lois, on peut les citer rapidement. Par exemple, il y a la loi numéro 83-48 du 18 février 1983 portant réorganisation administrative de la région du Cap-Vert qui fixe limitativement à 3 le nombre de communes de cette région, donc à raison d'une commune par département, par exemple Dakar, Pikine et Rufisque-Bargny. Donc, la loi numéro 90-36 du 8 octobre 1990 qui modifie cette disposition en prévoyant que chaque département de chaque région comporte plusieurs communes et éventuellement plusieurs communautés rurales. Donc, vous avez le décret numéro 90-1138 du 8 octobre 1990 qui porte le nombre de ces délégués à 15. Dans les autres régions sont créées de nouvelles communes, ce qui porte le nombre de communes à 40. Donc, il y a la loi numéro 90-37 du 8 octobre 1990 qui renforce les compétences des conseils ruraux et de leurs présidents en leur transférant certaines attributions importantes qui étaient exercées jusque-là par les autorités. En particulier, le président du conseil devient ordonnateur du budget de la communauté rurale, donc qui est une innovation qui permet donc progressivement de donner des attributions quand même beaucoup plus fortes à ces autorités locales. Donc, il y a aussi des mesures relatives à la composition des conseils municipaux et ruraux. Donc, la croissance démographique et l'extension des collectivités décentralisées entraînent un réexamen de la composition de leur conseil. Pour des raisons politiques, la technique consiste à augmenter le nombre de conseillers pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de tendances possibles. Ça, c'est une entre parenthèses euh, politique pour la création vraiment des communes, et ainsi de suite. Donc, c'est la loi numéro 90-34 du 8 octobre 1990 qui fixe maintenant le nombre de conseillers pour chaque collectivité. Donc, comme on le remarque, bon, progressivement, le Sénégal est en train vraiment de mettre en place hein, la décentralisation et de mettre progressivement en place le droit de la décentralisation pour permettre quand même à ce pays, avec les autres
réformes qui vont venir, par exemple la réforme de 96 et l'acte 3 de la décentralisation, vraiment, de faire des avancées notoires pour permettre quand même une participation citoyenne des populations et permettre aussi euh, la territorialisation des politiques publiques, permettre aux communes quand même d'avoir une démocratie locale beaucoup plus efficace, une démocratie locale beaucoup plus participative. Donc, dans les autres vidéos qui vont venir, on va se focaliser sur la réforme de 1996 et aussi parler un peu des assises de la décentralisation de 2007 et déboucher sur la grande réforme de l'acte 3 de la décentralisation et après voir l'évaluation de cet acte 3 et essayer de voir les perspectives qu'on doit proposer pour avoir une décentralisation vraiment digne de ce nom. Merci beaucoup.